J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Labresse, qu'on n'a jamais accueilli, bonjour docteur, Bonjour. qu'on n'a jamais accueilli chez Kéros, et qui vit des choses difficiles que d'autres vivent ici en Belgique et ailleurs en France, c'est-à-dire un ordre des médecins, des conseils de l'ordre qui sont très virulents, très violents. Vous allez un peu nous expliquer tout cela. Vous avez été condamné 2 fois, hein, si je ne me trompe pas. Je précise, vous êtes médecin naturopathe et que votre première condamnation date de bien avant, je veux dire de 2 années avant le Covid, je ne me trompe pas. Exactement. En fait, elle est intervenue récemment, mais les faits remontent à 2018, en fait. Donc, très brièvement, si vous voulez, je peux synthétiser les circonstances les événements, en fait, qui m'ont valu cette condamnation. C'est que je suis intervenu, moi, en 2018, dans l'été 2018, j'ai été appelé à l'aide par les proches d'une vieille dame qui venait d'être transférée en service de soins palliatifs, tout simplement parce qu'elle présentait une infection que les médecins qui l'avaient prise en charge avaient considérée comme incurable. Et donc, ils avaient dit, ben, elle a 80 ans, elle peut mourir. Donc, ils l'avaient transférée en soins palliatifs. Des proches m'avaient appelé, puisqu'ils connaissent mon intérêt depuis plusieurs décennies maintenant pour la vitamine C. Et j'avais eu l'occasion d'échanger avec eux sur le fait que cette substance, administrée par voie veineuse à forte dose, traitait des infections pour lesquelles les antibiotiques étaient devenus inefficaces. Ils se sont dit, ben, peut-être que le docteur Labresse pourra faire quelque chose. Donc, ils m'ont appelé. Donc, je suis intervenu, j'ai rencontré la consoeur qui l'avait prise en charge. Je lui ai expliqué effectivement que la vitamine C, pour ce type de cas clinique, pouvait être extrêmement intéressante, voire représenter une chance de survie pour la patiente. Elle m'a fait croire qu'elle était intéressée. Donc, j'ai administré par 2 fois de la vitamine C en perfusion, d'ailleurs à des doses moindres que ce que j'aurais dû faire, parce que je sais que j'étais en France, en milieu hospitalier, et que ça ne fait pas partie des pratiques. Néanmoins, au bout de 2 jours, l'entourage a témoigné en disant que ça faisait 2 mois qu'elle ne parlait plus. Au bout de la deuxième perfusion, elle était dans son lit, les yeux grands ouverts, elle demandait ses tricots et à manger, ce qui était quand même un signe d'évolution favorable. Et puis, ça a probablement donné tort à ma consoeur qui pensait qu'elle était condamnée et de voir que de la vitamine C pouvait faire le travail. Et le troisième jour, on m'a empêché d'accéder à la chambre et la personne est décédée 6 jours après. Donc, Voilà. donc plutôt que de reconnaître votre consoeur qu'elle avait tort, elle vous a accusé ou elle a empêché de continuer. C'est un peu du narcissisme médical comme ça qui est fort présent, hein, dans ce milieu-là. C'est très déplorable et regrettable, mais je pense que c'était probablement la cause. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a un comité de soutien du coup qui a été créé, ce qui s'appelle Justice pour le docteur Labresse.info, et on a mis en ligne, donc ce comité a mis en ligne une vidéo qui était une conférence de 2h30 donnée par des experts, vraiment des gens qui connaissent très très bien le sujet de la vitamine C. Et à la 6e minute de cette conférence, on voit témoigner quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Alan Smith, un néo-zélandais ça remonte à 2009, qui était condamné par les médecins qui l'avaient pris en charge également. Il était en réanimation depuis des mois. Et depuis des semaines, les médecins disaient à sa famille, il faut qu'on le débranche, on ne peut plus rien pour lui. Il avait une pneumopathie, une leucémie et une septicémie. Et la famille a entendu parler justement de ces protocoles de traitement par vitamine C à forte dose par voie injectable. Ils ont dû menacer l'hôpital d'une action en justice si ça ne se faisait pas. Et, et, donc, Alan Smith a bénéficié de 2 perfusions de 100 grammes qui ont tout de suite amélioré son état. Et comme il le dit lui-même dans cette vidéo, les médecins qui vraiment enragés, c'est choquant de voir ça parce qu'ils auraient dû être ravis, de dire bon sang, mais il y a une ressource thérapeutique qu'on ignorait. À partir de maintenant, elle va systématiquement faire partie de nos protocoles. Eh bien non, ils ont diminué la dose de vitamine C parce que l'état de santé du patient s'améliorait trop rapidement. Vous verrez, son témoignage est édifiant. Et c'est très exactement ce à quoi j'ai, mais surtout la patiente a été confrontée. Parce que je pense que cette patiente, j'en ai la conviction profonde et elle est scientifiquement solide, basée, a été privée de chances de survie. Tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans les habitudes de la consoeur et presque ça lui donnait tort de voir que de la vitamine C allait faire ce que les antibiotiques n'avaient pas réussi à faire. On dirait que c'est vraiment quelque chose d'endogène à la médecine officielle, puisque ça nous rappelle le cas de ce médecin qui avait découvert que beaucoup d'enfants et de femmes qui donnaient naissance mouraient à cause du fait que les médecins passaient de la salle d'autopsie aux accouchements et qu'il suffisait de se laver les mains. Et plutôt que de considérer que ce médecin avait trouvé quelque chose de simple et qui ne coûte rien, on l'a aussi voué aux gémonies. Il a terminé, je pense,
dans un hôpital psychiatrique, alors que c'était là, c'était il y a un petit temps. On parle toujours de progrès, mais les choses n'ont pas vraiment changé si on se réfère à cet événement. Exactement, ben, cet exemple est édifiant, hein. C'est le père vraiment de l'asepsie, hein, Semmelweis, un médecin hongrois. Dans sa clinique, le taux de mortalité était de 3% chez les parturientes, les mères qui accouchaient et les nourrissons, alors que c'était 10, 15, 20, 30% dans d'autres établissements. Et il expliquait à ses confrères, et il disait, mais regardez la différence entre vos établissements, déjà les chiffres, la vérité. Et Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale, disait, quand les faits s'éloignent de la théorie, ce ne sont jamais les faits qu'on doit remettre en cause, c'est toujours la théorie. Et Semmelweis, un médecin, disait, mais regardez les statistiques de mortalité dans vos établissements, regardez la statistique de mortalité dans le mien, quelle est la différence? C'est qu'aucun des médecins de cet établissement ne rentre dans une salle sans être soigneusement lavé les mains pendant 5 minutes dans de l'eau chlorée. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort fou. Il est mort fou pourquoi? À cause de cette arrogance, à cause de cet orgueil qui malheureusement très souvent va empêcher les gens d'observer, de constater ce qui est présent, de dire ben, c'est réel, c'est présent puisque je le vois et que d'autres le voient. Et je dois maintenant baser ma pratique sur les faits. Eh bien non, autant de Semmelweis, comme pour Alan Smith, comme pour la patiente que j'ai essayé d'aider, les médecins restent accrochés à leur certitude, comme si le fait de changer de mode de pensée, de paradigme, tout simplement ben, parce qu'on a de nouvelles informations. La médecine, comme tous les domaines, est un domaine qui évolue sans cesse, sans cesse. Et on doit sans cesse réactualiser son savoir. Eh bien, il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas le faire, ne souhaitent pas le faire, ne sont pas en mesure de le faire. Mais ce qui est grave, c'est que ce sont des vies qui sont en jeu à ce moment-là. Et on pourra en parler dans le cadre de la crise du Covid. Hein. Ces traitements qui fonctionnaient, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, le zinc, la vitamine D, tout simplement qui ont été niés, négligés et qui auraient pu sauver un nombre considérable de vies. Et c'est d'ailleurs l'objet de ma deuxième condamnation, d'ailleurs. On y Oui, on va reviendra en parler. probablement. Il faudrait apprendre aux médecins qui sont dans leurs études, peut-être l'humilité, d'accepter l'erreur et de se tromper. Je crois que ça fait pas partie beaucoup, pas plus que les cours sur la vaccination. Ça ne fait pas vraiment partie du cursus universitaire des médecins d'apprendre qu'on peut faire une erreur et que ça fait partie de l'apprentissage, même si parfois elles sont dommageables, hein, mais voilà, c'est important de pouvoir changer sa vision des choses et ça semble très compliqué dans le corps médical. Ce qui est intéressant chez vous aussi, c'est que on découvre en fait, parce que certains peut-être ne s'en rendent pas toujours compte, que les difficultés sont bien antérieures à l'épisode Covid-19 et que ça remonte à loin, cette pratique médicale, puisque vous êtes condamné en 2018, on n'est pas du tout encore dans ce qu'on peut appeler quand même le délire covidiste qui dure depuis, je veux dire, qui s'est calmé maintenant, mais qui a duré presque 3 ans. On se rend compte que la façon de considérer les vieux, la façon de considérer des vitamines, des médicaments qui ne rapportent rien à l'industrie, est toujours, pose problème. Ah, c'est une réalité, mais c'est une triste réalité, mais c'est une réalité dont je pense chacun d'entre nous, chaque citoyen doit être conscient. Pourquoi? Et tout simplement parce que ce sont des vies qui pourraient être sauvées et parce que je pense qu'on a une industrie qui vraiment combat, c'est pas je pense, c'est une réalité indiscutable, intangible. On a une industrie qui combat ce savoir depuis des décennies parce que ça représente indiscutablement une menace pour ses propres profits. Et ce sont des vies qui basculent. Et alors là, c'est un sujet que le naturopathe que je suis pourrait développer très longuement, mais on pourrait prendre le sujet de la vitamine C, dont on sait qu'elle peut réduire quasiment à néant la mortalité cardiovasculaire, tout simplement parce que nous, humains, nous abîmons nos vaisseaux, parce que nous ne synthétisons plus la vitamine C, et que cette vitamine C est fondamentale pour synthétiser le collagène, le tissu conjonctif, et donc avoir des vaisseaux résistants et qui seront peu susceptibles de se boucher. Eh bien, depuis des décennies, l'industrie pharmaceutique promeut, et malheureusement, et puis les médecins qui ont pris les mensonges de l'industrie pharmaceutique pour des vérités absolues, promeuvent cette information qu'on a dans l'alimentation suffisamment de vitamine C pour ne pas faire de maladies cardiovasculaires. C'est faux. On a suffisamment de vitamine C pour ne pas mourir du scorbut. Ça, c'est une réalité.
sauf si on est hospitalisé, parce que cette dame, la raison qu'elle la vitamine C a été aussi efficace, scorbutique ou scorbutique même. Donc en fait, on a des informations qui circulent et qui sont erronées, qui font que le naturopathe que je suis explique à ses patients depuis plus de 30 ans maintenant qu'il faut se supplémenter en vitamine C. Et pas quelques dizaines ou centaines de milligrammes, mais plusieurs grammes par jour, si on veut préserver l'intégrité de ces vaisseaux et diminuer quasiment à néant le risque de fait. Je, par- je parlais avec Pascal Sacré, médecin ici, qui me disait, et son épouse infirmière, qui me disait 2 grammes par jour, par exemple, dilués dans de l'eau, dans une gourde à prendre toute la journée. C'est très efficace pour diverses choses, pas évidemment que pour les maladies cardiovasculaires, mais évidemment, ça ne rapporterait pas aux multinationales, hein. On passe pour compétition en disant ça, pourtant ça a été prouvé, les multinationales qui gagnent énormément d'argent avec les médicaments, que ça soit pour lutter contre les pires effets des maladies cardiovasculaires, mais aussi contre l'obésité, dire plutôt que c'est toujours la même chose, hein, plutôt que s'attaquer à la malbouffe. On crée des médicaments et on a des actionnaires de chez BlackRock et chez Vanguard qui sont les mêmes dans l'agroalimentaire que dans les médicaments. C'est une réalité, mais c'est une logique, c'est une façon de penser, si vous voulez. Ben, ça différencie, si vous voulez, cette approche naturopathique de la médecine allopathique traditionnelle que j'ai apprise en fac de médecine, hein, donc je connais les deux, hein. Je suis formé en fac de médecine. Et puis, d'ailleurs, dès le début de mes études de médecine, je me suis intéressé à la naturopathie. Pourquoi? Ben, parce que en médecine, si vous voulez, on apprend à penser d'une certaine façon. À un moment donné, on est confronté à un organisme qui dysfonctionne, on a des symptômes, on porte un diagnostic et on va donner là où les molécules chimiques qui sont censées atténuer le symptôme. En naturopathie, on va raisonner autrement. On va considérer que si le corps dysfonctionne, alors que c'est une machine remarquablement bien faite, c'est qu'il y a une ou des causes. Et on va s'efforcer de comprendre, d'isoler là où les causes et de les régler. Et ce faisant, bien évidemment, on règle la manifestation, c'est-à-dire les symptômes et la maladie. Donc c'est une logique différente, mais c'est un peu comme si en faculté de médecine, on avait désappris à penser logiquement. C'est-à-dire que dans n'importe quel autre domaine, quand vous avez un dysfonctionnement qui persiste ou se reproduit, on va isoler là où les causes. En médecine, non. La chimie est passée par là depuis le début des années 1900 avec Rockefeller et consorts, et on a appris à prescrire. C'est l'énantiopathie, la médecine du contraire. J'ai une manifestation, comment je peux contrer ça avec de la chimie, au lieu de régler la cause de la manifestation et de la faire disparaître. Ce sont deux logiques différentes. Oui, c'est vrai qu'il y a des comportements réflexes, hein, notamment on pense à un enfant ou même un adulte qui a de la fièvre, où le réflexe des parents est la plupart du temps rapidement de donner une aspirine ou quelque chose pour faire baisser la fièvre, alors que la fièvre fait partie du processus de remise en équilibre du corps, hein, sauf quand elle dépasse évidemment des 40, 41, mais sinon, la fièvre est quelque chose qui fait partie. C'est une réaction naturelle du corps pour lutter contre l'attaque qu'il subit, hein. Exactement. La nature, elle ne fait pas les choses par hasard. Si elle a prévu que confronté à un épisode infectieux, la température monterait, c'est que c'est un moyen de défense. Et en l'occurrence, s'agissant par exemple des agressions virales, quand la température monte, la synthèse des protéines virales est diminuée, la réplication virale est diminuée, et donc les défenses immunitaires vont être moins facilement submergées et elles vont neutraliser l'infection. C'est pour ça que quand le corps a gagné la bataille, la température chute parce qu'elle devient inutile. Donc c'est extrêmement contre-productif que de donner un antipyrétique à quelqu'un qui a de la fièvre parce qu'il lutte contre un virus. Et malheureusement, c'est ce que les autorités sanitaires ont diffusé comme message pendant toute la crise du Covid. Prenez du Doliprane. Donc, bien évidemment, le Doliprane n'a jamais soigné qui que ce soit, mais en plus, c'était contre-productif parce que ça privait le corps d'un moyen de défense, de ce moyen de défense que représente la température, la fièvre. C'est illogique, c'est illogique. Donc, on a été doublement délétère en ne soignant pas et en s'opposant à un mécanisme de défense de l'organisme. Est-ce que cette réaction des médecins est due à un déterminisme lié aux études ou est-ce qu'ils savent, c'est une question qui n'a peut-être pas de réponse, ou est-ce qu'ils savent ce qu'ils font, mais sont baignés dans une forme de conformisme médical où ils continuent à suivre des règles médicales qui n'ont pas beaucoup de sens, donc par rapport à cette prescription de vitamine C notamment. Alors, en fait, non, mes confrères, bien évidemment, ça n'est pas sciemment qu'ils font ou omettent de faire quelque chose qui résulte en un préjudice pour le patient. Non. Malheureusement, c'est encore une fois, je vais le dire comme ça, on est formaté quand on fait des études de médecine.
on apprend à penser dans une certaine logique. Et encore une fois, on comprend mieux pourquoi quand on reprend l'historique des premières facs de médecine aux États-Unis sous l'impulsion de financiers. C'est encore une fois, on est formaté comme ça. On apprend à penser comme ça. La médecine du contraire. Un symptôme, une molécule qui va atténuer le symptôme. Mais la question logique, et d'ailleurs, j'ai cette satisfaction-là d'avoir échangé, je pense notamment à un confrère cardiologue que j'avais, entre guillemets, intéressé à la naturopathie et qui m'avait remercié en ces termes, me disait, ben Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je comprends pourquoi depuis des années, je me dis que je suis un mauvais cardiologue. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il n'était pas un mauvais cardiologue. Il me disait, ben, quand quelqu'un a bouché une coronaire et qu'on l'a stenté, qu'on lui a donné des statines, qu'on l'a mis sous fluidifiant sanguin, et qu'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, la personne va boucher une autre coronaire ou reboucher la même, il me disait, je me disais bien que je passais à côté de quelque chose. Par la suite, ce cardiologue a systématiquement mis ses patients sous vitamine C, sous oméga 3, sous magnésium, etc. Il avait compris quel était le chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est que le corps est quelque chose de remarquablement bien fait, qu'il a des besoins, et que malheureusement, depuis des décennies, avec une alimentation de plus en plus pauvre, avec des agressions chimiques qui se multiplient, des agressions électromagnétiques, etc., les besoins ont augmenté et les apports nutritionnels ont diminué. Et que ce delta, ce décalage, fait le lit des maladies dégénératives. Maladies auto-immunes, cancer, infarctus, etc., AVC. Et lui avait compris ça et il avait changé. Il s'était dit, ben, dans l'intérêt de mes patients, je dois changer, je dois adapter mes pratiques à cette connaissance nouvelle. Il avait eu le courage de le faire. Et ça demande du courage parfois de dire, ben, ce que j'ai fait jusqu'à présent n'était pas optimal. Alors bien évidemment, ça n'est pas sciemment que j'ai infligé un préjudice à mes patients en faisant des choses qu'il n'aurait pas fallu faire ou en omettant de faire des choses qu'il aurait fallu faire. Mais maintenant que j'ai cette connaissance nouvelle, ben, j'adapte ma pratique. Il y a des gens, des médecins qui vont rester ce que les informaticiens appellent des systèmes informationnels ouverts, où ils vont rester avidement à la recherche d'informations qui vont leur permettre d'être plus efficaces, et puis certains qui vont continuer sur leur lancée. Euh, le- on, on- on pourrait dire que les seconds sont plus nombreux. C'est pas un Malheureusement, scoop. très sincèrement, je le regrette profondément. Pour les patients d'abord, je le regrette profondément. Pour mes confrères aussi, parce qu'ils se coupent d'un savoir qui leur permettrait d'être plus efficaces et bien évidemment d'être bien plus satisfaits encore de leur pratique de la médecine, puisqu'on pratique la médecine pourquoi? Parce qu'on a envie d'aider, on a envie de voir les gens aller bien, se porter mieux, guérir ou préserver un état de santé optimal, ce qui est d'ailleurs l'objectif premier d'un naturopathe. C'est voilà, mais heureusement, et c'est la bonne nouvelle, certains sont prêts à faire cet effort parce que c'est un effort. C'est un effort. Et puis, il faut être capable aussi, voilà, de se dire, ben, je peux changer. Il y a des choses qui, si je les change, si je les améliore, vont me permettre d'être plus efficace dans l'intérêt de mes patients. Donc, les ordres, différents ordres de médecins considèrent que vous récidivez en 2020, hein, dès mars 2020, notamment parce que vous partagez des protocoles de soins de la FLCCC, hein, Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Ça, ils apprécient pas. Ça ne fait que confirmer en fait votre continuité dans la pratique, euh, mais ils réagissent mal. Exact. Mais moi, j'ai la chance alors bon, ça fait maintenant plus de 40 ans que j'étudie la vitamine C, hein, donc ce sont plusieurs centaines de publications que j'ai lues, ce sont des milliers de patients que j'ai mis sous vitamine C à forte dose, et j'ai eu la chance de tomber sur une publication en 2017 par le professeur Méric, qui est quand même une sommité hein, mondialement connue, hein, c'est le deuxième auteur le plus publié en matière de soins intensifs. Il est pneumologue, réanimateur, interniste. Donc, il est l'auteur d'un ouvrage de référence dans le domaine des soins intensifs. Donc, c'est une sommité. Et j'échange depuis plusieurs années avec le professeur Méric. Et dès le début de la crise du Covid, dès mars, février-mars, ils ont formé avec professeur Méric, professeur Varon, docteur Corey, qui sont des gens qui sont mondialement connus, hein, qui sont vraiment des gens très, très pointus. Méric, il McCullough a aussi. été… Pardon? McCullough aussi, du Texas. Alors, Maculog, il ne faisait pas partie de la FL3C. C'est quelqu'un de brillant aussi, qui a dit dès le début de cette crise de Covid des choses extrêmement intéressantes.
mais il ne faisait pas partie de la Frontline COVID-19 Critical Care. Et donc, dès le début, ses confrères, sur la base des travaux, donc, où Méric avait montré l'intérêt des perfusions de vitamine C à forte dose, et puis d'administration de vitamine B1, de la thiamine, et puis d'hydrocortisone chez les patients présentant ce qu'on appelle un sepsis, donc une infection qui amène le corps à décompenser et qui peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le choc septique. Donc Méric, sur la base de cet acquis extrêmement solide, dès le début de la crise de Covid, en collaboration d'ailleurs avec les médecins chinois qui eux aussi préconisaient la vitamine C à forte dose en intraveineux, ont développé un protocole de traitement des patients gravement atteints de la Covid qui leur permettait d'avoir 6,5% de mortalité. Les statistiques sont indiscutables. Méric me les a fournies et elles avaient déjà été compilées. Alors qu'en France, au même moment, chez les patients gravement atteints qui étaient hospitalisés, on était à 17% de mortalité. C'était une étude de l'INSERM qui le disait. Et on était entre 17 et 22% de mortalité en Europe et dans le reste du monde. Et moi, dès le mois de mars 2020, en échangeant avec Méric, et d'ailleurs c'était un souhait, et bien évidemment c'était aussi une intention très forte chez moi, j'ai diffusé les travaux de la FL3C. Alors, je ne les ai pas diffusés au tout venant, je les ai adressés aux ordres des médecins, aux agences régionales de santé, aux associations professionnelles de médecins urgentistes, réanimateurs, en me disant si mes confrères ont à leur disposition un savoir qui leur permet d'éviter 2 tiers des décès, tout le monde sera gagnant. Les médecins seront extrêmement satisfaits parce qu'ils auront sauvé plus de vies. Les autorités sanitaires seront bien évidemment extrêmement satisfaites parce qu'elles auront contribué à la diffusion d'un savoir qui aura permis de sauver plus de vies. Idem pour les pouvoirs publics. Donc je me suis dit, tout le monde y gagne. Et bien sûr, le plus important, les patients allaient y gagner beaucoup, puisqu'on allait éviter 2 tiers des décès. Et bien ça m'a valu d'être condamné et suspendu 6 mois. Qu'est-ce qu'ils Pour avancent, qu'est-ce qui s'avance à ce moment-là comme argument pour, parce que votre démarche est altruiste. Et imaginons même si vous vous trompez, hein, euh, vous tentez en tout cas une approche d'aide et une discussion, un débat. Et vous avez tout à fait raison. Alors déjà, le risque que je me trompe était extrêmement limité et j'allais dire nul, parce que je connaissais la source des informations et que ces informations, elles étaient validées par la pratique de ces équipes qui tiraient d'affaire un grand nombre de patients, 3 fois plus que ce que nous parvenions à faire en France et dans le reste de l'Europe et du monde. Donc au pire, eh bien, c'était une information que les confrères allaient juger inutile pour eux, encore que je conçois très très mal qu'on puisse penser que des informations qui permettent de diviser par 3 le nombre de décès puissent être considérées comme peu intéressantes. Mais en fait, le seul reproche qui m'a été fait, mais en fait, il faut que vous compreniez, il faut savoir une chose, c'est que les instances régionales de l'ordre des médecins ne me jugent pas. Elles ont une fois pour toutes décidé que le docteur Labrèze était toujours coupable et elles m'exécutent. Alors, on ne va pas revenir ici là-dessus, mais si vous allez sur le site de justicepourledocteurlabrèze.info, vous verrez que je considère et que les gens qui ont connaissance de tous les éléments de ce dossier considèrent que je suis devenu un homme à abattre. Moi, j'ai déjà été radié à vie 2 fois de l'ordre des médecins, donc j'ai combattu, hein, j'ai retrouvé le droit d'exercer la médecine. Et la fois précédente, c'était la branche française d'une association internationale qui combattait les abus psychiatriques. Donc j'étais intervenu dans des dossiers d'internement abusif, reconnus comme tels par la justice quand même. Voilà, donc on ne va pas développer ça, mais donc là, pour ce cas-là précis, on m'a reproché, ouvrez les guillemets, de ne pas avoir été assez prudent. C'est-à-dire que quand j'ai diffusé ces informations dont je connaissais la source et la solidité de la source à des médecins, pas encore une fois du public, des médecins qui avaient la possibilité d'apprécier la pertinence, on m'a dit, mais docteur Labrèze, vous auriez dû dire que c'était quand même pas certain. Mais si, c'était certain, puisque les morts qu'on évitait étaient là, quantifiées. Donc, c'était certain. Mais on m'a dit, oui, alors non, non, vous auriez dû dire que ça n'était pas certain, donc on vous inflige 6 mois de suspension. Moi, je pense, dans ce dossier comme dans celui de la vieille dame, que c'est l'inaction qui était fautive, pas l'action, pas le fait d'agir pour faire mon métier de médecin, essayer de sauver une vieille dame, ou exercer mon métier de médecin et puis prendre la responsabilité de citoyen qui est la mienne, de dire, mais bon sang, il y a un savoir là qui va permettre d'éviter des morts, s'il vous plaît, diffusons-le, portons-le à la connaissance du plus grand nombre possible de médecins. Eh bien non, l'ordre des médecins m'a sanctionné pour ça. Alors en première instance, hein, parce que je veux croire que cette fois-ci, en appel, surtout que les éléments sont solides et incontournables, le Conseil national dira non, docteur Labrèze, désolé pour la mésaventure, mais on ne peut pas vous reprocher en tant que médecin d'avoir diffusé des informations qui auraient pu sauver des vies.
on ne peut décemment pas le faire. Ouais, on dirait qu'il y a une inversion de la charge de la culpabilité. Ceux qui ont énormément, qui ont des milliards, payent une amende qui paraît colossale, mais qui est très peu pour eux en fin de compte. Une fois qu'on se rend compte qu'ils ont mis sur le marché des médicaments qui tuent ou qui rendent malades, et quand des médecins essaient à leur niveau, de faire le bien, on les condamne à des suspensions de 6 mois, 1 an, 2 ans ou à vie. C'est quand même assez incroyable. C'est une réalité, ben, je pense que c'est malheureusement un indicateur du déclin d'une société. Quand on atteint un tel degré d'inversion des valeurs, et moi je ne sais pas, je suis médecin, mais d'ailleurs, je pense que les citoyens partageraient ce point de vue. C'est l'inaction qui, dans ces circonstances-là, encore une fois, aurait été fautive, pas le fait d'agir. Et vous savez, je l'ai dit à mes juges, parce que quand, s'agissant du dossier de la vieille dame, on m'a reproché de ne pas avoir alerté la personne de confiance. Vous verrez si vous allez sur le site. Alors en fait, les traitements curatifs de cette vieille dame avaient été arrêtés en violation des dispositions du Code de la santé publique. Donc, l'hôpital et la consoeur avaient violé la loi. Mais moi, en fait, comme ma consoeur, j'avais eu son accord, ben, je n'avais pas préalablement alerté la personne de confiance du fait que j'allais faire quelque chose qui représentait une chance de survie pour la patiente. Et on m'a dit, ah oui, mais là, vous êtes responsable parce que vous auriez dû dire à la personne de confiance que vous alliez faire ça. Et j'ai dit, oui, mais j'avais alerté ma consoeur, je l'avais averti, c'était suffisant. Et en fait, si vous voulez, ce sur quoi j'ai attiré l'attention de mes juges à plusieurs reprises, c'est, j'ai fait une analogie. Supposons que vous vous promeniez dans la rue et que vous voyez un appartement en flammes et que pour rentrer dans la maison, parce que vous entendez crier, vous cassiez un carreau. Est-ce qu'on viendra vous reprocher d'être rentré par effraction dans une maison ou est-ce qu'on viendra au contraire vous remercier d'avoir risqué votre vie pour aller sortir des enfants qui étaient encore dans la maison en feu? Parce que c'est très exactement ce que l'ordre, qui encore une fois cherche toujours désespérément, avec une assiduité, j'allais dire une intention à me condamner, regarde toujours ce que éventuellement j'aurais pu transgresser. En l'occurrence, là, je n'avais rien transgressé du tout, mais va plutôt regarder ce que j'aurais éventuellement transgressé plutôt que de s'attacher à ce qui, à mon avis, représente l'élément fondamental, c'est quelle était l'intention et quel était l'objet, la finalité de mon intervention. Et là, en l'occurrence, pour les deux cas où j'ai été condamné, c'était sauver et diffuser des informations qui auraient permis de sauver. Ça, c'est ce qui, à mon avis, devrait primer. Et que pour faire ça, j'ai éventuellement, ce qui encore une fois n'est pas le cas, mais même si j'avais contrevenu à une disposition d'un code de déontologie ou de la santé publique, encore une fois, mes intentions devrait primer sur l'éventuelle transgression de tel ou tel point. Alors que pour l'ordre, non seulement c'est la logique inverse, mais en plus, quand les transgressions n'existent pas, ils les inventent. Et ça ne va pas m'empêcher de continuer à faire ce que je pense juste et nécessaire, mais c'est la réalité. La première fois que vous avez eu une plainte, on vous reprochait d'avoir créé des centres de conseil en nutrition. C'est aussi quelque chose d'incroyable, ça. C'est mal. Tout à fait. Alors, vous verrez peut-être, parce que j'assume toujours ma part de responsabilité lorsque quelque chose dysfonctionne, là, je dois dire qu'elle était un petit peu engagée. Vous allez comprendre pourquoi. J'avais effectivement souhaité travailler avec ma conjointe et des amis. Donc, on avait créé des centres de conseil en nutrition dans lesquels les gens venaient sous la supervision de diététiciennes réapprendre les règles d'une alimentation équilibrée. Alors qu'il s'agisse de sportifs, de personnes en surpoids, de gens simplement souhaitant apprendre les bases d'une alimentation saine. Les gens venaient nous consulter. Moi, je n'exerçais pas comme médecin à l'époque, c'est-à-dire je ne faisais pas de feuilles de soins, pas de prescription. Simplement, je voyais les gens préalablement à leur inscription dans le centre, voilà, pour leur expliquer comment allait se passer, etc. Sauf que le directeur du marketing de l'époque de la société a commis une erreur, puisqu'il avait fait, à mon insu, une publicité dans laquelle il mettait Docteur Labraise reçoit, comme si j'exerçais comme médecin et je faisais de la publicité en tant que médecin. Donc, j'avais reconnu l'erreur. Néanmoins, j'avais été radié en première instance, à vie, et ça avait été commué en 2 ans de suspension, ce qui me semblait une sanction très sévère pour simplement avoir enseigné à des gens comment s'alimenter de façon équilibrée, juste pour une question de forme. Mais là, parce que j'aime toujours être objectif et factuel, je peux concevoir que ma responsabilité était un peu engagée à ce moment-là. Voilà. Est-ce que ça va les 2 ans de suspension? On pourra en débattre. Mais voilà, donc j'ai purgé ma peine et puis j'ai recommencé l'exercice de la médecine
dès que j'ai pu le faire, en fait. Mhm. Alors, vous parlez aussi, notamment sur le site qui vous soutient, vous évoquez l'agriculture intensive, la malbouffe, la nécessité d'avoir une hygiène de vie, euh, une bonne hygiène de vie. Ça, c'est tout ce que touche la naturopathie et à quoi s'intéresse très peu, au fait, la médecine traditionnelle. C'est aussi ça qu'on vous reproche, parce que moi, j'ai entendu dire que dans les facs de médecine, parler de naturopathie, c'était presque un gros mot et une hérésie. Et oui, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire pour les raisons de, j'allais presque dire endoctrinement, même si c'est un terme volontairement un peu provocateur, mais la façon dont sont formés les médecins. Et encore une fois, et presque j'allais dire encore une fois, ils sont formés en désapprenant, en oubliant tout un pan d'ailleurs qui normalement devrait être un pan de la médecine, c'est que l'alimentation, la nutrition, ce qu'on apporte ou pas à nos organismes, bien élément, est un élément déterminant. Et là, je mentionnais, puisque vous rappelez le site tout à l'heure, justice pour le docteur Labresse.info, je mentionnais des ouvrages et des auteurs qui m'ont tout de suite, c'est pour ça que j'ai eu cette chance, moi, de m'intéresser à cette médecine-là dès le début de mes études de médecine, comme le docteur Kousmine, un ouvrage qui pour moi a été vraiment extrêmement édifiant. C'était un livre qui s'appelait Sauver votre corps. Pourquoi sauver votre corps? Parce que Kousmine a très bien démontré, c'est un médecin, comment les changements brutaux de notre alimentation au 19e siècle et le raffinage des huiles, le blutage des céréales, etc., ont privé nos corps de nutriments essentiels dont ils ont besoin pour fonctionner. Et ben, dès lors qu'un corps humain ne reçoit plus ce dont il a besoin pour fonctionner, il dégénère, il cesse de fonctionner correctement. Alors ça, bien évidemment, c'est très intéressant pour l'industrie pharmaceutique qui vit et prospère avec la maladie. Pour les médecins aussi, ben parce qu'eux aussi, ils vivent avec la maladie. Mais moi, j'essaie, et c'est ce que fait la naturopathie, de m'approcher d'un mode d'exercice de la médecine plus proche de ce que font les Chinois, par exemple, les Asiatiques. C'est-à-dire que, de mon point de vue, un médecin devrait être celui qui enseigne à son patient comment rester en bonne santé, comment bien gérer et préserver au mieux ce capital santé, d'énergie vitale. Et bien sûr, dès lors qu'on intervient auprès de quelqu'un, lorsque déjà il a commencé à s'éloigner d'un état de santé optimal, comment on peut recouvrer un état de santé optimal? Même chose, déjà dans un premier temps, que l'aliment soit ton premier médicament, disait Hippocrate. Ça n'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos corps quotidiennement pour que le corps reçoive ce dont il a besoin pour fonctionner? Vous savez, l'énergie vitale, c'est quelque chose de remarquablement bien fait. C'est plus intelligent que le plus intelligent et le plus compétent des médecins. L'énergie vitale, elle est désireuse de faire le travail et elle a cette intelligence suprême qui lui permet de bien le faire. Mais s'il manque les nutriments, le zinc, le sélénium, la vitamine E, les acides gras essentiels, ça va être dissonant. Et cette dissonance, elle se manifeste comment pour un médecin? Par le fait qu'un organisme dysfonctionne, avec un eczéma, un asthme, une hypertension ou des pathologies dégénératives plus sévères, un cancer, une sclérose en plaques, etc. C'est simplement le bon sens. Et d'ailleurs, pourquoi les gens s'intéressent à ce type de médecine? Permettez-moi l'expression, parce que ça leur parle, parce que c'est logique. On donne au corps ce qu'il lui faut pour fonctionner, on a plus de chances de le voir bien fonctionner. Ouais, pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a encore énormément de gens qui pensent, avec l'idéologie du progrès, que aujourd'hui, en 2023, les gens sont beaucoup moins malades, les soins sont, alors toute proportion gardée, évidemment, je dis pas qu'au 19e, début 20e, tout était facile, mais ils sont dans l'idée qu'il y avait moins de maladies et que maintenant on soigne tout, ce qui est quand même, ce qui est assez faux. C'est faux. Déjà, je crois que c'était la première année que l'espérance de vie en France en bonne santé diminuait. Les biologistes s'accordent autour d'une donnée importante, c'est que normalement l'espérance de vie, c'est 7 fois la période de croissance d'un organisme. Donc ça nous amène pour l'organisme humain, si on considère qu'on va jusqu'à 18 ans, 20 ans même, l'espérance de vie normale d'un organisme humain, les biologistes, les publications existent, elles sont très très intéressantes, devrait être de 120-130 ans. Et d'ailleurs, il y a des populations où les gens dépassent allègrement les 100 ans, 110, 115, et alors on peut dire oui, mais il n'y avait pas d'extrait de date de naissance ici. Ils vivent de façon prolongée et ils restent actifs de façon prolongée. Au-delà de 100 ans, ils sont dans les champs, etc. Donc un organisme humain devrait vivre jusqu'à, en bonne santé, jusqu'à 110, 115, 120 ans. D'ailleurs, il y a les doyens de l'humanité l'atteignent parfois. Pourquoi on n'observe pas ça? Eh bien, tout simplement à cause des agressions multiples
que subissent nos organismes. Donc, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Des agressions qui augmentent et des apports nutritionnels qui diminuent. Et ce delta, ce différentiel, fait le lit des maladies dégénératives, en fait. Alors, j'allais dire neurodégénératives, oui, parce que viendraient se ranger dans ce cadre-là les maladies d'Alzheimer et tous les autres types de démence précoce. Donc, on peut vraiment changer de façon de penser, de modèle de pensée, s'orienter vers une médecine plus proche de ce que font les orientaux. Comment gérer notre capital santé, bien le gérer, mieux le gérer, pour rester en forme le plus longtemps possible. Oui, vous êtes beaucoup. On parle de la santé, il y a aussi la santé psychique, évidemment. Vous êtes beaucoup intéressé. Vous avez dénoncé l'abus de médicaments pour les maladies mentales. Moi-même, j'ai fait psycho. Je parlais encore avec un ami récemment qui me disait on était d'accord sur le fait qu'il faudrait donner le moins souvent des médicaments et si on les donne vraiment à court terme en période de crise, alors que de nouveau, dans le secteur psychiatrique, c'est tout à fait le contraire, hein. On met des camisoles chimiques à beaucoup de patients, on les rend dépendants de somnifères à vie, de neuroleptiques. On est tout à fait dans le même schéma avec une souffrance. En fait, les gens vivent peut-être plus vieux, mais peut-être pas plus heureux qu'avant. Exactement, exactement. Si vous voulez, ça aussi, c'est très intéressant. Alors, vous avez raison de le rappeler. Moi, j'avais été à l'origine de la création d'un collectif, qui était le collectif contre les traitements dégradants de la psychiatrie. On voulait dénoncer essentiellement plusieurs choses. Le fait qu'on continue d'administrer, par exemple, des électrochocs. Il faut quand même savoir que les premiers médecins qui administraient des électrochocs en France étaient les médecins nazis. Donc, ce n'était pas pour le bien-être des gens qu'ils prenaient en charge, hein. Ugo Serletti, le père de la sismothérapie, de l'électrochoc, disait lui-même très rapidement, après avoir développé la méthode, abandonnez, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Effectivement, comment brûler les neurones de quelqu'un et en créant une commotion cérébrale peut-il être thérapeutique? L'exemple que je donne souvent, alors soit à des patients, soit à des médecins quand j'échange à ce sujet, si je prends l'exemple suivant, supposez que je vienne vous voir à l'hôpital ou vous venez en consultation et vous êtes très bouleversé, perturbé, parce que vous vivez des événements qui vous affectent considérablement, une séparation, des problèmes au travail, un fils qui se drogue, je ne sais quoi. Et puis vous sortez de mon cabinet et vous avez un accident de voiture, un traumatisme crânien, une commotion cérébrale. Et je viens vous voir 2 ou 3 jours après à l'hôpital, vous avez oublié tout ce qui vous préoccupait 3 jours avant et avez créé votre dépression. Est-ce que je dirais pour autant que votre accident de voiture a été thérapeutique et que c'était une bonne chose? Non, bien sûr que non. La commotion cérébrale fait que vous avez oublié quels étaient les éléments qui vous préoccupaient préalablement, mais ça n'a pas été thérapeutique. Eh bien, c'est exactement ce que font les électrochocs. Qu'une fois ce qu'on appelle la confusion post-critique résolue, ils préconisent des séances d'entretien. C'est-à-dire que quand la personne retrouve sa clarté d'esprit et que du coup, elle est à nouveau assaillie par ses préoccupations et à nouveau affectée par ses problèmes, eh bien, l'idée, c'est refaisons une commotion cérébrale, remettons la confusion au niveau mental, comme ça, elle va oublier un temps ce qui la préoccupe et on aura l'illusion que ça va mieux. Mais simplement, le simple bon sens permet de conclure qu'on n'a pas aidé la personne. Et d'ailleurs, je mentionnais Ugo Serletti, le père de la sismothérapie. J'aurais pu aussi mentionner Pibram, un neurochirurgien américain, qui disait « Je préférerais, je cite, je préférerais subir une lobotomie mineure qu'une séance de sismothérapie. Je ne sais trop bien à quoi ressemble le cerveau de quelqu'un qui a reçu des électrochocs et ça n'est pas beau à voir. » Bien sûr, comment peut-on penser que léser le système nerveux, les neurones de quelqu'un, va durablement l'aider à aller mieux? Et dans le cas de ma pratique médicale, j'ai rencontré des gens qui avaient subi des électrochocs. Et très sincèrement, j'ai désespérément cherché dans le regard cette flamme, cette énergie, cette vitalité qui fait qu'on apprécie la vie, qui fait qu'on aime être là pour prendre soin de soi et surtout des autres et goûter la vie, l'apprécier. Non, j'ai vu des gens en larmes quand ils se remémoraient les séances de sismothérapie, le traumatisme que ça a été. On ne devrait pas faire ça. On ne devrait plus faire ça. Et puis, je pourrais parler des prescriptions de Ritaline aux enfants supposés hyperactifs. Qu'on appelle la Rilatine ici en Belgique. C'est une tragédie. C'est une tragédie. J'ai sur le site www.moratoire.psy.com traduit l'intervention d'un professeur avec qui j'ai eu la chance d'échanger, professeur Breguin, une sommité aux États-Unis, qui a témoigné devant. Je vous invite vraiment à aller sur le site et à télécharger le témoignage du professeur Breguin. C'est très édifiant. Et ça illustre encore une fois cette façon de penser.
qui fait qu'un enfant, d'abord, quand on parle de l'hyperactivité, ce qu'il faut souligner, c'est l'extrême subjectivité des critères de l'hyperactivité. Remue souvent ses mains et ses pieds, très souvent n'attend pas son tour pour jouer, juste des enfants vivants, normaux. Et c'est à tel point subjectif que quand on lit les rapports, on voit que la prévalence de la maladie varie de 0,4 à 16%. C'est colossal. Et d'ailleurs, on voit cette discipline réduire en permanence le champ du normal. Vous aviez, je crois, 150 troubles mentaux dans la première version du DSM, vous en avez près de 400 dans la dernière. C'est-à-dire que comme on réduit régulièrement le champ du normal, de plus en plus de gens sont supposés présenter un trouble mental. Et le corollaire, quel est-il? C'est que bien évidemment, dans un grand nombre de cas, on va préconiser là où les molécules chimiques, psychotropes, supposées régler le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on voit un tandem, l'industrie pharmaceutique, la psychiatrie biologique, ce courant dominant de la psychiatrie, réduire sans cesse le sang du normal pour faire tomber, entre guillemets, dans la catégorie du malade mental ou de trouble mental un plus grand nombre d'individus et préconiser des drogues. Mais là où je m'élève, c'est que on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Et ça nous ramène à ce que j'appellerais, moi, une médecine, entre guillemets, très humblement, mais une bonne médecine. Quand bien même, on voit un enfant, par exemple, qui ne tient pas en place. Et on pourrait dire, mais là, quand même, vous voyez bien, on peut considérer qu'il est hyperactif. Eh bien, le médecin naturopathe que je suis va poser une question. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a la réponse, bien évidemment. Mais pourquoi? Dans ce cas-là, pourquoi l'enfant est incapable de tenir en place? Pourquoi il est à ce point actif qu'il est incapable de fixer son attention? Et bien, dans ce cas-là, je vous renverrai par exemple aux travaux de ma consoeur, le docteur Mouzin, qui a montré que tous les enfants hyperactifs qu'elle prenait en place étaient carencés en magnésium. Et dans ce cas-là, il suffisait de corriger la carence en magnésium pour améliorer de façon très significative l'état de la majorité des enfants. Je vous renverrai aux travaux qui incriminent les phosphates dans l'alimentation. Je vous renverrai aux multiples autres travaux qui incriminent les carences en magnésium. Donc ça, je l'ai noté, mais en vitamine du groupe B, en acide graisse. Et puis également, l'entourage. Comme le disait très bien Breguin, poser le diagnostic d'hyperactivité, c'est-à-dire incriminer le cerveau des enfants, c'est décharger ceux qui ont la responsabilité de l'épanouissement de l'enfant et de son équilibre, d'avoir à se questionner eux-mêmes, que ce soit le système éducatif, que ce soit les parents eux-mêmes. Comment un enfant peut se développer de façon harmonieuse, être équilibré, s'ouvrir au monde extérieur quand on n'a rien à lui proposer comme activité ou ludique ou sportive ou culturelle, qu'on le met devant un écran d'ordinateur ou de smartphone. Et même chose pour l'éducation. Réformons, et il y a des travaux remarquables qui ont été faits, réformons les méthodes d'apprentissage, intéressons les enfants, résolvons les écueils à l'éducation, et il y a là aussi une mine d'or exploitable et qui fonctionne d'ailleurs là-dessus quand c'est utilisé. Et nous aurons réglé sainement, naturellement, intelligemment les problèmes lorsqu'ils existent, et pas quand on les invente, lorsqu'ils existent, et dans l'intérêt de tout le monde. Parce que quand on a mis un enfant sous Ritaline, ce dérivé amphétaminique, qui est classé comme stupéfiant, moi j'ai rencontré aux États-Unis les parents d'enfants décédés d'arrêt cardiaque, avec des cœurs de cocaïnomanes, parce qu'ils avaient été mis sous Ritaline. Interdit dans certains États américains. Hein. Exactement, avec un black label, avec le degré d'avertissement le plus noir, le plus important sur les boîtes de Ritaline. En France, je considère que c'est une tragédie sanitaire. Et je l'avais écrit à l'époque aux responsables politiques avec lesquels j'ai échangé, et je l'ai mis sur le site du collectif des citoyens contre les traitements de la psychiatrie. J'ai la conviction que demain, ces enfants-là viendront demander des comptes au pouvoir public, à ceux qui les ont contraints de recevoir une drogue aussi délétère, et qu'on se retrouvera face à une tragédie sanitaire de la que j'ai vécu, Vioxx, Mediator, etc. Distilben, et la liste pourrait être longue. C'est une tragédie. La responsable des politiques, c'est de faire cesser ça et d'appliquer une médecine intelligente qui est la médecine de la cause. Si pour un petit nombre de ces enfants, un petit nombre, il y a réellement un problème, trouvons là où les causes et résolvons-les. Ne masquons pas des symptômes avec une drogue qui est un poison, qui est un stupéfiant. C'est toxique, c'est interdit pour les adultes parce qu'on considère qu'ils se dopent et on le donne à des enfants. Je considère que c'est criminel. On a d'ailleurs voulu utiliser, on l'a fait, l'expertise psychiatrique pour vous-même.
On a utilisé un peu un outil du pouvoir, on peut dire, pour essayer de montrer que vous étiez fou, en fait. En gros, c'est ça. Alors ça, c'est très intéressant. Très sincèrement, ça me fait sourire. Et même à l'époque, ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Je suis intervenu dans un dossier édifiant où j'avais été appelé à l'aide par une jeune fille qui faisait l'objet d'un internement abusif. Et je pense que l'internement était abusif. D'ailleurs, un confrère, ultérieurement, l'a fait cesser très vite, cet internement. Donc, moi, j'avais échangé avec elle. Elle était parfaitement saine d'esprit. Elle était harcelée par sa maman. Par contre, j'avais échangé avec la maman et là, il y avait vraiment un problème. Et le confrère qui l'avait fait hospitaliser m'avait dit, je l'ai fait hospitaliser pour qu'elle se repose. Il disait lui-même, j'ai été harcelé par la maman. Et là, elle n'avait aucun traitement neuroleptique, etc. Donc moi, j'avais agi, parce que j'avais été désigné comme personne de confiance et médecin conseil, pour faire sortir cette personne de l'hôpital. Et le président du tribunal de grande instance que j'avais saisi avait nommé un expert. Alors, je ne vais pas donner son nom ici, encore que je pourrais, parce que j'avais réussi à le faire condamner, puis après, il avait été blanchi par le Conseil national, parce que vous verrez, il y a des courriers très édifiants à ce sujet. Voilà, je ne vais pas donner son nom ici parce qu'il ne peut pas se défendre, ce monsieur, et j'aime bien, quand j'incrimine quelqu'un, qu'il y ait le contradictoire, que la personne soit là et qu'on puisse débattre. Donc, je vais lui faire, je vais omettre son nom. Et ce monsieur était intervenu et lui avait dit, oh là là, pas du tout, mais l'internement est justifié, alors que le médecin qui avait fait interner la jeune fille disait qu'il avait fait interner pour la protéger de la maman. Et ce monsieur, ce qui est très intéressant, c'est qu'il était le président de la CDHP, Commission des hospitalisations psychiatriques. C'était des structures qui avaient été mises sur pied pour garantir la bonne application des lois qui régissaient les traitements sous contrainte. Et ce monsieur avait mis en cause ma propre santé mentale, lui, en disant qu'il fallait être calu, taré, pour supposer qu'il existait des internements abusifs en France, sachant qu'on interne 2 à 3 fois plus que le reste de l'Europe et que, bien évidemment, des internements abusifs, il y en a. Et donc, en fait, comme il connaissait le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône de l'époque, ils avaient agi tous les deux pour me soumettre, moi, à une expertise psychiatrique. C'est-à-dire que je leur avais dit à l'époque, mais messieurs, mais l'outil que vous utilisez, c'est l'outil qu'on utilisait en ex-URSS pour neutraliser les fortes têtes, les dissidents, les gens qui essaient de penser par eux-mêmes. Et parfois, la conclusion de leur propre pensée les amène à s'opposer à un pouvoir en place et à décisions arbitraires ou folles qu'ils prennent. Donc, vous utilisez ça contre moi. OK. C'est, je pense, un abus de pouvoir, mais je n'ai pas de problème, je vais me soumettre à cette expertise. Alors, j'avais dit à l'époque aux confrères que j'allais leur laisser le soin de m'expertiser, que bien évidemment, j'attendais d'eux qu'ils actent ce qu'ils allaient de santé d'esprit, mais que s'il devait en être autrement, j'irais voir des confrères professeurs de psychiatrie en Europe et aux États-Unis qui attesteraient tous de ma parfaite santé d'esprit. Et après, on mettrait les rapports les uns à côté des autres et on verrait quels sont ceux qui seraient les plus probants. Bon, bien évidemment, mais qu'on n'ait même pas besoin très certainement de dire ça. Je pense que naturellement, spontanément, ils auraient fait la chose éthique et juste. Ils m'auraient expertisé, ils auraient écrit ce qu'ils ont écrit, c'est-à-dire qu'ils avaient acté ma parfaite santé mentale, et puis ils m'avaient aussi acté le fait que je bénéficiais d'un raisonnement fortement structuré. C'est peut-être ça que l'Ordre des médecins n'aime pas, c'est que ce raisonnement fortement structuré, je l'exerce pour voir quand les choses sont conformes à l'éthique, qu'elles sont justes, qu'elles respectent les lois, ou quand au contraire les individus sont malmenés, les lois sont bafouées, et qu'il y a une violence illégitime qui s'exerce sur les individus et les contraint. Voilà. Et puis, ils avaient souligné aussi mon fort attachement au respect du droit et de la justice. Et je revendique effectivement d'être fortement attaché au respect du droit et de la justice. Dans un état de droit, en tant que citoyen libre, ça me semble plutôt une qualité qu'un défaut. Mais ce qui est très intéressant, c'est que malgré le caractère probant définitif de cette expertise qui disait oui, le docteur Labrèze est sain d'esprit, laissez-le travailler, l'Ordre des médecins avait quand même fait appel. C'est-à-dire que ces gens-là, dans leur logique de harcèlement à mon égard, avaient fait appel des conclusions. Ils avaient été déboutés par les instances nationales, mais c'est très édifiant. C'est-à-dire que, alors que rien, bien évidemment, ne permet de mettre en cause ma santé d'esprit, alors que 3 experts psychiatres, dont 2 professeurs de psychiatrie, avaient dit oui, le docteur Labrèze, il est sain. Non, ça ne fait rien. L'Ordre des médecins avait quand même fait appel. Vous connaissiez les rouages de la médecine officielle, les hôpitaux. Est-ce que le Covid vous a néanmoins étonné la manière dont c'était géré politiquement, ou vous saviez qu'ils étaient capables d'aller aussi loin? Alors non, malheureusement, ça ne m'a pas étonné, parce que je vois très sincèrement un pouvoir politique qui, depuis des années, détruit consciencieusement, j'allais dire, les médecines
alternative ou complémentaire. La France est un des rares pays qui n'est plus dans une logique de ce qu'on appelle une médecine intégrative, qui intègre des médecines complémentaires. Donc, je vois un pouvoir politique qui détruit consciencieusement les médecines complémentaires. Alors, alternatives pour certains, parce que certains font le choix d'y recourir exclusivement. Le médecin naturopathe que je suis dit, moi, je fais de la médecine. Et puis, quand les autres méthodes me semblent plus appropriées pour soigner ou prévenir la maladie, je le fais. Mais surtout, ce qui m'a profondément choqué, et d'ailleurs, je ne m'y suis pas plié, c'était qu'on dise aux médecins, dites aux patients de rentrer chez eux et de prendre du paracétamol. Et moi, j'ajouterais de prier. Depuis quand, déjà, peut-on interdire à des médecins de soigner? Et ce qui m'échappe vraiment, c'est qu'un grand nombre de mes confrères et consoeurs est obéi. Moi, j'ai soigné. J'ai soigné des centaines de patients qui n'étaient pas les miens. Et j'ai appliqué, en fonction des données acquises de la science indiscutable, les traitements qui étaient des protocoles validés, qui fonctionnaient. Et je pourrais vous citer l'exemple de l'Inde. L'Inde, c'est un pays qui très tôt a utilisé l'ivermectine. Et puis certains États ont cédé à la pression de l'OMS, ont cessé de l'utiliser. Et des États, par exemple, comme l'Uttar Pradesh, 240 millions d'habitants, qui a continué à utiliser l'ivermectine, a vu un taux de contamination et de mortalité au plancher. Par contre, les États indiens qui ont cédé et qui maintenant poursuivent l'OMS ont vu le taux de contamination et de mort repartir dès lors qu'ils ont obtempéré et cessé d'utiliser l'ivermectine à grande échelle. Moi, j'ai soigné. Donc, j'ai systématiquement donné à mes patients de l'ivermectine, du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D, du sélénium, du magnésium, des huiles essentielles. Et ça s'est très bien passé. Donc, si vous considérez ça, c'est qu'un grand nombre de patients qui n'ont pas été traités parce qu'on leur disait rentrez à la maison, prenez du paracétamol. Donc déjà, le pourcentage de ces individus qui ont vu leur état de santé se dégrader, alors qu'ils n'auraient pas dû s'ils avaient été traités. Et quand vous corrélez cette donnée-là à celle qui m'a valu l'objet de la deuxième poursuite, c'est-à-dire le fait d'avoir transmis le protocole Méric qui faisait que parmi les patients qui avaient vu leur état de santé se dégrader, on pouvait avoir 6,5% de mortalité au lieu de 17, 18, 19, 20, 22, eh bien, vous concluez la seule chose logique, c'est qu'un grand nombre de décès auraient pu être évités. La plainte dont je fais l'objet pour avoir diffusé les travaux de la FL3C, vous connaissez comme moi l'adage et la chanson, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. C'est plus facile pour ces gens-là de venir tenter de m'incriminer pour avoir diffusé des informations validées, indiscutables, que de faire cette autocritique et de dire, mais mon Dieu, mais si on avait diffusé dès mars 2020, comme le demandait la Braise, puisqu'il nous a adressé, comme aux ARS, comme aux toutes les associations professionnelles, à tous les ordres, les travaux de la FL3C, combien de décès auraient pu être évités si les gens avaient été traités d'emblée, de façon appropriée, et si ceux dont l'état de santé s'était dégradé avaient été traités avec le protocole de la FL3C, combien de décès auraient été évités? Oui, c'est pour ça que la suite ne peut pas nécessairement être vue de manière optimiste parfois, parce qu'on se dit que les gens ont tellement fonctionné en fonction, dire, marché dans le narratif, vacciner leurs enfants, ne pas soigner leurs patients avec toutes les médications dont vous parliez, que on ne voit pas maintenant toujours comment ils vont être capables de reconnaître ça, même si il faut les aborder avec bienveillance, reconnaître ça et changer leur manière de percevoir la médecine. C'est compliqué. Et justement, la question était comment vous voyez la suite, pour vous, avec toutes les attaques que vous subissez. On connaît bien aussi, parce qu'on parle de médecine, mais pour le journalisme, c'est la même chose. Et pour d'autres, toutes les professions où, au fait, on dérange et on ne suit pas la doxa. Comment vous voyez la suite, même si le futur n'est pas écrit, comment vous envisagez ça? Alors, comment je l'envisage? C'est un peu ce que je disais dans une conférence où je parlais de la vitamine C. Et je l'avais résumé en ces termes. Changeons. On ne va pas culpabiliser parce qu'on ne savait pas quelque chose. Mais quand on sait quelque chose, quand on apprend une information ou des informations qui devraient nous conduire à repenser, à changer notre jugement, à repenser notre pratique, on doit le faire. Et de mon point de vue, on a depuis très longtemps les informations qui nous permettaient, par exemple, vous parlez des vaccins, de savoir que ces vaccins allaient être extrêmement délétères. Je me réfère à ce que disait Marlon, l'un des co-découvreurs des vaccins à l'ARN. Lui-même, dès le début, disait « ne le faites pas ». Je me réfère à ce que disait Maculog. Maculog, c'est un professeur américain. Il dit, il doit avoir peut-être 65 ou 70 ans, il dit « dans toute ma carrière, personne n'est jamais venu me voir en me disant « Monsieur Maculog, vous avez dit blanc, mais je vous démontre que c'était noir, vous vous êtes trompé ». Il dit « jamais ».
parce que quand j'exprime un point de vue, il est solidement fondé sur la science, sur la vraie science, pas les mensonges marketing des laboratoires pharmaceutiques, la vraie science. Et tous ces gens-là, dès le départ, disaient que tous les indicateurs étaient au rouge et qu'il ne fallait pas le faire. Donc, quand vous corrélez l'ensemble des informations que je viens de vous donner, le fait qu'il existait des traitements précoces remarquablement efficaces, le fait que pour les gens dont l'état de santé se serait néanmoins dégradé, il y avait des traitements remarquablement efficaces là encore, qui diminuaient la mortalité, les risques très importants. D'ailleurs, moi, dès le mois de mars 2020, vous verrez, c'est sur le site, j'avais écrit à M. Véran. Je lui avais dit, monsieur, d'ailleurs, j'ai écrit au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la Santé. Et comme ça ne fonctionnait pas, j'ai saisi le Conseil d'État en déposant une requête. Je disais, expliquez-leur qu'il est important de se supplémenter en vitamine D. Et maintenant, toutes les études démontrent que si on avait simplement supplémenté en vitamine D, ne serait-ce que les personnes en EHPAD et les autres, on n'aurait rien qu'avec cet outil-là diminué considérablement la mortalité. Montrez-leur voilà, qu'il faut se supplémenter en vitamine D, en vitamine C, en zinc, en magnésium, en sélénium, et vous allez diminuer l'impact de ce virus sur les organismes humains. Vous allez booster l'immunité, mais réduire en même temps, parce que, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais ces éléments-là seront sur le site. Il faut savoir que ce virus tuait parce qu'il crée ce qu'on appelle une tempête cytokinique, la production dans l'organisme de médiateurs qui créait un stress oxydatif majeur. C'est ça qui abîmait la barrière alvéolo-capillaire et qui faisait que vous pouviez donner de l'oxygène pur à quelqu'un, ça ne pouvait plus passer dans son sang, puisque cette barrière était devenue dysfonctionnelle. C'est pour ça que le protocole de la FL3C fonctionnait remarquablement bien, parce qu'avec de la vitamine C en perfusion à forte dose, virucide et antioxydante, vous limitiez les effets délétères de la réponse de l'organisme. Donc, et puis avec l'hydrocortisone aussi, ça a été aussi les travaux de la FL3C, c'était contre-productif à l'époque, contre-intuitif. On ne pouvait pas penser que pour quelqu'un qui présentait une infection, il fallait le mettre sous corticothérapie. Au contraire, puisqu'elle diminue la réponse immunitaire. Mais Méméric avait montré avec d'autres que oui, dès lors qu'on en était à cet état-là clinique de dégradation de l'état de santé à cause du stress oxydatif et de la réponse inflammatoire, il fallait au contraire corticothérapie, très vite. Ils l'ont fait des mois avant nous. Vous voyez? Et moi, je suis condamné en tant que médecin pour ça. Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que vous comptez porter plainte contre ceux qui n'ont pas tenu compte de vos avis, du protocole dont on parle? Est-ce que ça sert à quelque chose pour vous? Alors, je vais vous répondre. Par contre, je réalise juste que je n'ai pas fini de vous répondre Ouais. sur le fait que je reste quand même optimiste. Parce que je vois des professeurs de médecine, j'entends, j'ai un réseau, j'échange avec des médecins aux quatre coins de la planète, des professeurs qui très humblement et honnêtement viennent dire « Désolé, on s'est trompé. On vous a poussé vers la case vaccination, c'était une erreur de notre part. Désolé. » Là où c'est très grave, à mon avis, c'est extrêmement grave, c'est quand on pousse vers la case vaccination des mamans enceintes, des femmes enceintes. Ça, c'est très grave. Le médecin que je suis, qui fait de la médecine depuis plus de 30 ans maintenant, a toujours entendu dire et a toujours considéré ça comme parfaitement sensé. Attention, ne donnez pas n'importe quoi à une femme enceinte. Et là, quelque chose d'expérimental dont les effets délétères sont avérés et indiscutables à des femmes enceintes. C'est criminel de mon point de vue. C'est criminel. Donc, j'attends vraiment d'un maximum de personnes. Et si quelqu'un réalise qu'il s'est trompé à un instant T, ou un instant T prime, ou un instant T seconde, eh bien, tant pis. Si c'est tardivement, c'est tardivement. Mais vaut mieux réagir tardivement que de ne pas réagir du tout pour ne pas être amené à se dire « Oh mon Dieu, je me suis trompé, j'ai eu tort ». Il y a des gens qui vont continuer l'erreur jusqu'au bout pour ne pas se trouver dans la situation suivante de devoir se dire et dire aux autres également « Je suis désolé, j'ai eu tort, je me suis trompé ». Et peut-être que ce faisant, je vous ai infligé un préjudice. Je ne vois pas comment je vais le réparer, parce que là, le préjudice dont on parle, l'ordre de grandeur est colossal, colossal. Mais, encore une fois, je réalise, je vois qu'il y a des gens qui le font, et je vois par contre qu'il y a des gens qui ne le vont pas. Il y a le ministre de la Santé, il y a quelque temps encore, venait sur une chaîne de télé dire que l'ivermectine ne marche pas. C'est un mensonge éhonté, c'est une contre-vérité absolue, absolue. Plus aucun médecin qui a lu les publications sur le sujet ne viendrait dire ça. Mais lui vient le dire à la télé, sans aucun état d'âme. Et maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que c'est à moi de porter plainte? Non, ce n'est pas à moi de porter plainte. C'est aux citoyens de protester.
Pourquoi? Parce que c'est la vie, leur vie qui a été mise en jeu. Peut-être qu'ils ont perdu un frère, un père, une mère, une sœur, alors qu'il y avait les outils disponibles pour éviter le décès de la grande majorité de ces gens-là. Et alors que les politiques nous disaient qu'elles voulaient à tout prix éviter tout mort Covid, et qu'on se rend compte qu'après ça, énormément de gens sont morts faute d'avoir été pris en charge convenablement. C'est assez incroyable. Je pense qu'on vit une époque totalement folle. Ça devait arriver, mais en même temps, elle est grisante d'une certaine manière parce qu'on se dit que peut-être qu'enfin les choses vont changer. Je ne sais pas si vous partagez la... Oui, vous avez raison. Je pense que ça a amené certains, un peu par la force des choses, à élever leur niveau. Alors, je vais le dire comme ça, parce qu'on a tous besoin d'élever notre niveau de conscience. Mais certains sont passés d'un stade à un stade supérieur parce que c'est devenu tellement évident que quelque chose dysfonctionnait que cette fois-ci, ils n'ont pas pu ne pas intégrer cette information. Et maintenant, elle fait partie de leur logiciel. Ils ont dû la voir, ils ont dû l'intégrer. Dès lors, ça a introduit une deuxième phase qui est celle de la compréhension. Mais pourquoi? Comment? Depuis quand? Et quatrièmement, que peut-on y faire? Mais je dirais autrement, que doit-on y faire? Parce que notre responsabilité, c'est de ne pas accepter pour nous de vivre dans un environnement et dans des sociétés sur une planète qui dysfonctionne à ce point. Et les causes, on doit les rechercher, les identifier et les régler. Ça me renvoie à la médecine que j'essaie de pratiquer. Mais on ne doit pas accepter que nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vivent dans un environnement, dans une société, dans des sociétés où certains auront déterminé le normal et le déviant, préconiseront l'arsenal thérapeutique pour normaliser les comportements, auront détruit les médecines alternatives pour pousser tout le monde vers la case de l'allopathie et de la vaccination tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ma responsabilité de médecin, de citoyen et de père, c'est d'être en profond désaccord avec ça. Alors bien évidemment, c'est pas confortable parce que je vous cache pas que quand je suis rentré dans la chambre de cette vieille dame la dernière fois et que les infirmières m'ont dit qu'elles n'avaient pas reçu d'ordre pour mettre la perfusion de vitamine C comme ma consoeur m'avait dit qu'elle le ferait et que j'ai refait une perfusion de vitamine C, je savais très bien que l'ordre n'allait pas poursuivre la consoeur et l'hôpital pour avoir euthanasié ou homicide, parce que quand on prive sciemment quelqu'un de traitement qui peut représenter une chance de survie, je pense que je ne suis pas magistrat, d'ailleurs tout le monde, vous verrez, c'est intéressant sur le site, vous verrez que le conseil départemental, le conseil régional, la chambre disciplinaire nationale, tous ces gens-là auraient dû saisir le procureur de la République. C'était l'article 40 du Code de procédure pénale. Dès lors qu'un délit ou un crime était allégué, article 40 du Code de procédure pénale, tous ces gens-là auraient dû alerter le procureur de la République. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que si la vraie justice, la justice pénale était intervenue dans ce dossier, elle aurait vu que le docteur Labrèze a fait ce qu'il a fait pour assister une personne en danger, strictement, et que sa conduite a été dictée par la duplicité de la consoeur avec laquelle il a été interagi, et que c'est plutôt le médecin ou l'hôpital qui aurait dû être poursuivi, pas le docteur Labrèze. Voilà, et donc, moi je reste confiant. Je reste confiant parce que je pense qu'il y a eu, on va le dire comme ça, un saut quantique. Il y a des gens qui sont passés dans un nouvel état d'être, dans un champ différent, où ça a élevé leur niveau de compréhension par la force des choses. Et du coup, le corollaire, c'est que ça a élevé leur niveau de responsabilité et d'éthique. Et du coup, ces gens qui pensaient pouvoir mettre la société française et mondiale sous contrôle, ils vont avoir en face d'eux non plus quelques individus résistants, mais un bataillon de gens plus éveillés qui vont leur dire « En tout cas, vous mourrez sur votre chemin ». Terminons sur cette note positive, Dr Labrèze. Merci beaucoup pour votre optimisme et votre combat.